L'histoire de cette thèse, comme l'histoire de toutes les thèses d'Ancien Régime, puisque c'est ainsi que ça s'appelle maintenant, ces thèses d'État n'existant plus, est un peu longue. En effet, elle a commencé dès la fin des années 70. En 1978, j'avais soutenu une thèse d'université, soutenue à l'université de Bordeaux, qui me donnait le titre de docteur de troisième cycle, et cette thèse portait sur des châteaux catalans. À la suite de ce travail, alors que j'étais déjà engagé à l'inventaire général, j'ai envisagé de continuer des travaux pour mener une thèse d'État. Le sujet a été long à déterminer, mais l'idée en est venue à partir des travaux de l'inventaire général. En travaillant sur le château de Montané, en Béarn, j'avais pris conscience de l'intérêt du matériau, de la brique, dans la construction architecturale médiévale. C'est ainsi que j'ai proposé de travailler sur ce sujet au professeur Gardel. Entre-temps, j'avais eu quelques espoirs de pouvoir intégrer la Villa Médicis et je m'orientais vers l'Italie. Et puis, ayant échoué à 2 reprises de très près à obtenir une bourse de la Villa Médicis, grâce au conseil du professeur Roudier, je me suis tourné vers l'Espagne dans la perspective d'obtenir une aide de la Casa de Velázquez. C'est ainsi que j'ai déposé un sujet de thèse sur l'histoire de l'architecture de briques dans l'Espagne médiévale. Ayant obtenu la bourse de la Casa Velázquez pour 3 ans, en 1984, je partais donc à Madrid de 1984 à 1987 pour mener à bien une partie des travaux de la thèse. Ces 3 années madrilènes m'ont permis de beaucoup avancer, mais évidemment, j'étais loin d'arriver au terme de mes recherches lorsque je suis rentré en France en 1987. À ce moment-là, j'ai dû partir à Paris d'abord, puis à Orléans pour continuer mes travaux à l'inventaire, avant d'intégrer l'université de Bordeaux en 1990. Complètement absorbé par mon nouveau métier, je pense que j'avais plus ou moins abandonné l'idée de terminer cette thèse. Jacques Gardel, qui m'incitait à transformer mon sujet casse-pipe en une thèse monographique sur la CO de Saragosse, mourut subitement, me laissant orphelin de directeur, mais la bride sur le cou. C'est à la bienveillante incitation de quelques collègues bordelais que je dois d'avoir finalement décidé de terminer ce travail et à la gentillesse d'Anne Prache d'avoir pu m'inscrire pour les dernières années de la préparation de cette thèse à l'université de Paris IV Sorbonne. C'est ainsi que le 1er mars 1996, je soutins dans la salle Louis Liard, devant un jury présidé par Jean-Louis Biget, professeur à l'École normale supérieure, et composé de Jean-Marie Pérouse de Monclos, du professeur Jean Guillaume, de Madame la professeure Anne Prache et de Ángel Pero Padre Muñeza, ma thèse sur la brique dans l'architecture de l'Espagne chrétienne, XIIIe, XVe siècle. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, c'est, j'ose le dire, par le plus grand des hasards que j'ai l'honneur aujourd'hui de présenter devant vous ma thèse pour le doctorat Ès-lettres sous les ors et les stucs de la Sorbonne. Certes, Louis Liard fut, avant de réformer l'université française, l'un des premiers maîtres de la faculté du cours Pasteur de Bordeaux, dont j'ai été l'un des derniers étudiants. Mais proposer de voir en cela un signe du destin serait sans doute un très mauvais prologue à un discours qui prétend présenter une démarche scientifique. C'est un hasard en effet qui m'orienta vers les études médiévales. Et je dois ici rendre hommage à la mémoire du professeur Jacques Gardel,
qui décida, alors que je venais d'achever ma licence, de me détourner du chemin de l'art contemporain pour me proposer, sur la seule recommandation de mon patronyme et peut-être d'une certaine aptitude à analyser les églises de campagne, un sujet de recherche sur le château de Loire. C'est ainsi que je pris pied dans le pays qui avait été dans son enfance celui de mon grand-père paternel, dont rien ne me permettait de penser qu'il deviendrait ma seconde patrie. C'est là sans doute au confluent de cette trajectoire universitaire et d'un cheminement familial entrepris depuis le début du siècle que le hasard dut composer avec une certaine forme de nécessité. Je pense en effet, avec le recul des 25 années qui se sont écoulées depuis mes premières recherches sur les châteaux de la frontière aragonaise au XIe siècle, que sinon le facteur génétique, du moins de profondes composantes neuronales ou psychiques, voire psychopathologiques, ne saurait être totalement étrangère à la relative cohérence et à l'acharnement d'une recherche qui m'a amené à explorer dans le domaine de l'architecture militaire, puis dans celui des techniques de construction, le problème de la place particulière qu'occupe l'Espagne médiévale entre l'Occident chrétien et l'islam occidental. Cet intérêt profond et pour ainsi dire atavique pour l'histoire de l'art hispanique m'a sauvé d'une certaine forme de damnation vers laquelle m'entraînait la fascination qu'exerça dès mes premières rencontres avec lui l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Je ne saurais passer sous silence, en effet, l'impression que produisit sur un étudiant tâtonnant dans une recherche insuffisamment encadrée la découverte d'une institution qui fédérait alors les enthousiasmes des jeunes chercheurs désireux de mettre au point une méthode d'enquête capable d'assumer une mission qui avait toutes les séductions d'une utopie. C'est à l'inventaire général que je compris ce qu'étaient les exigences de la recherche en sciences humaines. C'est auprès de mes collègues et amis de l'inventaire de Bordeaux et d'ailleurs que j'ai appris à tirer le meilleur profit des acquis de mes années d'université en les mettant au service d'une méthode rigoureuse et exigeante. Je me permets donc de revendiquer pour ce travail, mené hors des frontières, le patronage de l'inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France, en espérant que le résultat de cette soutenance ne soit pas une pierre de plus dans son jardin, cultivée avec acharnement par les irréductibles tenants de la mission originelle de l'institution promue par André Malraux et André Chastel. Ma thèse a en effet la prétention d'appliquer à un domaine particulier de l'histoire de l'architecture espagnole la méthode mise au point à l'inventaire général pour l'étude des grandes séries. Bien entendu, travaillant seul, j'ai été amené à modifier sur bien des points des procédures d'enquête conçues pour être appliquées par des équipes plus ou moins fournies. J'ai assumé les inconvénients de cette méthode hybride et je suis prêt à en affronter la critique. Il n'en reste pas moins que du début à la fin, de l'établissement de la problématique à la mise au point cartographique et à la relecture du manuscrit, ce que doit ce travail à l'inventaire général, pour n'en point nommer les membres directement impliqués, est considérable. À l'origine même du sujet, la brique dans l'architecture de l'Espagne chrétienne du Moyen-Âge, se trouve un monument, étudié dans le cadre de l'inventaire, le château de Montanet. C'est lui qui m'a dans un premier temps ramené vers l'Espagne via Majorque, avant de me conduire à formuler, dès le début des années 80, les questions sur les raisons et les conditions de l'apparition d'un matériau nouveau et de son succès relatif. Où, quand, comment et pourquoi la brique s'imposa-t-elle comme un matériau de construction dans l'architecture occidentale? Ma conviction que les méthodes de l'inventaire général permettaient de proposer des réponses à de telles interrogations eut raison des réticences du professeur Gardel, qui accepta de me laisser donner la forme d'un sujet de thèse d'État à un questionnement aussi peu académique. Restait à trouver les moyens matériels de conduire l'enquête et à délimiter plus précisément l'aire d'étude. Il me fallait pour cela rejoindre l'université, qui seule permettait de mener cette recherche sans compromettre l'inventaire dans des opérations qui l'auraient écarté de sa mission fondamentale. La porte m'en fut ouverte par la Casa de Velázquez qui me donna la possibilité d'envisager le phénomène qui m'intéressait dans le cadre de l'Espagne médiévale.
Fort des méthodes de l'inventaire, j'ai procédé dès mon arrivée à Madrid en 1984 à un repérage systématique qui m'amena à répertorier 550 monuments, ou à peu près, construits avec plus ou moins de briques entre le XIIIe et le XVe siècle, entre le XIIe et le XVe siècle. Dans le même temps, je réunissais la documentation susceptible de me renseigner sur les conditions de fabrication et les caractéristiques intrinsèques du matériau, en explorant non seulement les sources médiévales, du reste fort rares, mais aussi les traités et manuels modernes susceptibles de transmettre le souvenir de pratiques anciennes. À partir de là, j'ai sélectionné un certain nombre d'édifices de manière très pragmatique, en privilégiant ceux dont l'étude des structures était possible. De là, une particulière attention apportée aux ruines de San Martin de Belchite, par exemple, qui ne doit rien à un penchant romantique, ni à un goût pervers pour les villes martyres. J'escomptais surtout beaucoup des collaborations avec les responsables du patrimoine monumental et la direction des Bellas Artes, ainsi que ceux des toutes jeunes autonomies. Après m'être penché sur les décevants dossiers du ministère de la Culture espagnol, j'entrepris un tour d'Espagne des agences d'architectes restaurateurs. La courtoisie de l'accueil envers un jeune chercheur de l'école des hautes études hispaniques masquait souvent mal l'étonnement des professionnels devant des questions incongrues sur un matériau que l'on considérait généralement comme le moins problématique. Au cours de cette pérégrination, c'est la route de Saragosse qui se trouva être mon chemin de Damas. Dans cette ville, les travaux entrepris à la cathédrale de Laceo par Ángel Pero Padre répondaient enfin à ce que j'attendais d'un chantier de restauration. Cette rencontre faillit avoir raison de la thèse, car je m'attardais plus que de raison sur cet édifice, à la grande satisfaction, je dois dire, du professeur Gardel, qui m'incitait fortement à convertir mon sujet casse-cou en une savante monographie. Un projet de publication collective fut alors proposé à la Casa de Velázquez, qu'il accepta. Et je pense que nous disposerions aujourd'hui d'un bel ouvrage collectif sur ce grand édifice, si une virulente campagne, orchestrée par quelques consortiums ecclésiastico-universitaires, n'avait bloqué le financement de la publication. Ce fut bientôt, après la démission de l'architecte, l'accès à l'édifice qui fut rendu difficile, sans parler de celui des archives, dont la réputation sur ce point n'est plus à faire. À ce nouvel hasard, je dois d'avoir repris, la dernière année passée à la Casa de Velázquez, l'enquête momentanément délaissée. Je commençais alors à connaître suffisamment en profondeur le phénomène étudié pour me rendre compte que les explications traditionnelles, que je n'avais pas le moins du monde mises en doute au départ, n'étaient pas satisfaisantes. Cette constatation me conduisit non sans hésitation à publier en 1987 un article intitulé « Architecture de briques et architecture mudéjar ». Cet article fut, si vous me permettez l'expression, un pavé dans la mare grouillante du mudéjarisme. Ma position paradoxale venait à point pour donner des arguments à une politique qui se développait alors contre certaines tendances de l'historiographie française auxquelles ma démarche fut assimilée implicitement. La violente critique que fit le professeur Gonzalo Borràs de ma thèse dans un article intitulé « À propos d'architecture de briques et d'architecture mudéjar » me valut, auprès des médiévistes et des spécialistes du patrimoine architectural espagnol, une certaine renommée. Je dois bien préciser cependant que ma manière de penser rejoignait sur certains points celle de nombreux chercheurs et que j'ai pu recueillir depuis 1989 de nombreux témoignages explicites ou implicites favorables à ma thèse révisionniste. Ces témoignages de confiance et les encouragements que me prodiguèrent mes collègues et amis de la Casa de Velázquez, puis, après un retour momentané à l'inventaire général et une interruption forcée de ce travail de recherche, ceux de mes nouveaux compagnons de route à l'université de Bordeaux, m'incitèrent à relever le gant lancé en 1988 par Gonzalo Borràs. L'article de Gonzalo Borràs, qui reflète sans aucun doute l'hostilité à ma thèse d'une partie des spécialistes de l'architecture espagnole, témoigne de la vivacité de sentiments nationalistes
qui sont à mon avis à l'origine même du malentendu sur l'architecture de briques. Celle-ci est généralement assimilée à l'architecture mudéjar qui était présentée à la fin du XIXe siècle comme porteuse de ce que j'ai envie d'appeler l'hispanitude, c'est-à-dire de cette revendication jalouse d'identité d'une nation alors en perte de puissance politique. Je regrette maintenant que mon attitude critique à l'égard de la thèse majoritairement admise sur l'influence de l'architecture islamique sur l'architecture de briques ait été ressentie comme arrogante. Car ce sentiment a eu pour conséquence une interprétation rageuse de mon article qui n'est le plus souvent connue qu'à travers la critique de Gonzalo Borras, et à une simplification de la problématique qui caricaturise mon interprétation. À vrai dire, il était difficile de donner une interprétation nuancée, qui du reste était loin d'être totalement élaborée en 1987, dans un article de 25 pages. Et c'est pour cette raison que j'ai cru bon de réunir les 1300 feuillets qui sont aujourd'hui devant vous. Le long exercice d'analyse que constitue le catalogue et les deux premières parties de la thèse permet de prendre en compte et de classer quantité de données qui constituent la base de ma réflexion sur le phénomène. La difficulté inhérente à un thème de recherche si vaste est celle de maîtriser l'ensemble de ces informations pour en effectuer une synthèse. Une première approche globale a été permise par l'informatisation des données en vue de l'établissement d'une cartographie diachronique. C'est sur cette cartographie que s'appuie une première tentative de synthèse qui propose d'analyser les constructions de briques avec les outils traditionnels que constituent les catégories stylistiques. Cette approche très globale n'a d'autre intérêt que d'insérer les édifices de briques espagnols dans le cours de l'histoire architecture européenne. Elle est d'autant moins vaine que la plupart des monuments retenus dans le corpus sont traditionnellement exclus des chapitres sur l'architecture romane ou gothique en raison de leur classification dans le domaine de l'architecture mudéjar. Aussi courte soit-elle donc, cette troisième partie est donc à mon sens capitale. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'une taxinomie académique qui présente un inconvénient majeur dont les travaux réalisés à l'inventaire m'avaient appris à me méfier, celui de couper les monuments de leur terroir et d'enlever au phénomène son épaisseur temporelle. Il m'a donc paru nécessaire de restituer cette profondeur et cet enracinement des monuments dans le territoire en regroupant les observations générales dans le cadre provincial et régional. À partir de là, surgit une série d'observations dont ne rendent pas compte les commentaires que suscite habituellement la présence de la brique dans les édifices de l'Espagne médiévale. Pour ne s'en tenir qu'aux dimensions, par exemple, la brique présente des variations dont ne peuvent rendre compte que des explications très complexes. Si l'on essaie d'expliquer les raisons du choix du matériau, on ne peut tout justifier par des impératifs d'ordre géologique ou économique. Enfin, le phénomène du mudéjar, si étroitement lié à la brique dans l'historiographie, paraît avoir été dans ce domaine surévalué de manière telle qu'il a bloqué les interrogations que peut légitimement susciter le constat de l'importance progressive prise par le matériau dans l'architecture espagnole. J'ai donc été amené à formuler dans la quatrième partie du travail un certain nombre d'interprétations historiques qui peuvent à tout moment être confrontées aux observations objectives que constituent les trois premières parties. C'est là ce qui constitue ma thèse, dans le sens le plus large que l'on puisse donner à ce terme, libéré de ses connotations universitaires. En dépit de la forme que revêt matériellement cette thèse, aucune de ces explications ne s'est présentée à moi à la simple lecture des cartes ou par le biais de la réflexion en chambre sur les documents réunis, mais par la combinaison de ces approches et d'un contact physique et dans un certain sens émotionnel avec le terrain. C'est ainsi que ma vision du roman de briques des hauts plateaux aux confins du Léon et de la Castille doit plus
à la saisissante impression que provoque la vision hivernale de ces immensités de labours sombres et de ces bourgs désolés qu'à l'étude de San Pedro de Alcazaren. La communion essentielle de la collégiale de Toro et de son peñón rocheux est la contestation la plus évidente de l'argument géologique de l'emploi de la brique, aussi omniprésente qu'incongrue, dans les constructions des ordres militaires de cette ville. L'expérience du terrain mouvementé que constitue l'extrado des voûtes de la nef de la cathédrale de Saragosse, dont j'ai tenté un relevé suspendu aux poutres de la charpente par un harnais de fortune, est venue à temps pour me faire ressentir l'urgence de répondre à une question qui m'avait été suggérée par M. Pérouse de Monclos sur l'origine de la voûte à la Roussillon. Et je suis certain que sans l'étrange expérience qui consista à me faire enfermer toute une journée dans les chambres closes du roi Pierre IV à la Aljaferia de Saragosse, je n'aurais pas mis la main, quelques semaines plus tard à la Bibliothèque nationale de Madrid, sur l'acte de naissance de la voûte à la Catalane. Je pourrais sans mal multiplier les anecdotes de ce type, mais cela aurait peut-être pour conséquence de trop mettre en avant le caractère aléatoire de ma démarche, ce qu'évidemment n'a pas trop intérêt à faire le candidat à l'obtention du titre de docteur ès-lettres. Cependant, ne pas masquer le fait qu'il y a dans toute recherche une grande part de hasard, dans toute découverte une part de chance, n'implique pas pour autant que la thèse que je soumets à votre jugement soit le résultat d'un cheminement sans but qui reflèterait la trop vague définition de la problématique de départ. Il n'y a pas lieu ici que je développe mon argumentation que vous avez à l'esprit. Mais je voudrais pour conclure justifier la nécessité que j'ai pu éprouver de donner un sens à la combinaison hasardeuse de circonstances qui expliquent à la fois la gestation du phénomène étudié et celui de l'étude elle-même. La position que réfute cette thèse est celle clairement affichée par Gonzalo Borràs dans les dernières lignes de l'article qu'il m'a consacré. Je cite, et je traduis. « J'ignore ce qu'a prévu de faire Philippe Aragoas avec le curieux thème de sa thèse d'État, mais je présume que la brique en elle-même, comme critère d'interprétation artistique, ne le mènera pas trop loin, parce que de telles œillères ne permettent pas de voir autre chose que ce que l'on a immédiatement sous les yeux, des briques. À cela, je réponds dans la dernière partie de ma thèse, derrière les briques, comme derrière tout produit de la créativité humaine, on peut deviner les hommes, les sentiments qui les animent et les comportements qui régissent leur société. Construire en briques, ce n'est pas simplement empiler des parallélépipèdes de fausses pierres. C'est relever le défi d'une terre avare en matériaux propres à abriter ce que l'on a de plus précieux. C'est créer des savoir-faire et organiser la société pour produire et utiliser de la manière la plus économique possible un matériau manufacturé, donc par nature coûteux. C'est mettre au point des procédés de construction ingénieux et robustes pour construire vite et bien lorsque la pression démographique ou les circonstances politiques l'exigent. La réponse humaine à ces questions diverses s'accompagne de la manifestation de sentiments plus diffus dont la perception et la mise en évidence fait aussi partie du devoir de l'historien de l'art. La nostalgie de l'Empire romain et la volonté de légitimer un pouvoir entrent sans doute pour une part dans la perpétuation de l'emploi de la brique au Haut Moyen-Âge. Le sentiment d'appartenance à un courant spirituel incarné par l'Église romaine explique le roman de Brique. Le succès de l'esthétique architecturale épurée des ordres réformateurs aide à mieux comprendre l'omniprésence du décor d'arcature. Dans l'Espagne médiévale, ces facteurs de succès se sont combinés à la séduction des formes décoratives abstraites que développèrent en brique les artisans musulmans puis Mudéjar, selon des modalités très spécifiques selon les villes et les régions. Aux questions les plus simples, où, quand, comment, pourquoi la brique, on ne peut donc apporter des réponses
que des réponses extrêmement complexes qui imposent de préciser les définitions techniques, mais surtout d'affûter les concepts historiques ambigus de mozarabisme et de mudéjarisme. Le mudéjarisme de Tolède n'est en fait qu'un mozarabisme attardé, tandis que celui de Séville n'a que très peu de composantes ethniques par rapport à celui de Valence. Je m'étais efforcé naguère, à partir de l'exemple de la CO de Saragosse, de montrer les implications non seulement esthétiques, mais politiques, ecclésiastiques, techniques et fonctionnelles qui avaient présidé aux mutations stylistiques en œuvre dans la grande cathédrale aragonaise. Je ne prétends pas qu'un tel écheveau de motivations subtiles doit être cherché derrière chacune des briques que mes œillères d'historien de l'art me permettent de voir. Mais au terme de ce parcours, hasardeux mais obstinément poursuivi, je demeure plus que jamais persuadé que derrière la plupart des constructions de briques et dans le choix même qui est fait de ce matériau, se manifeste une volonté d'art éminemment complexe qui constitue la frontière qui sépare la construction de l'architecture. Si le titre auquel je prétends m'est accordé, j'aurai la possibilité d'explorer, ou plus vraisemblablement, de guider les étudiants qui le désireront dans l'exploitation des nombreuses pistes que m'a laissé entrevoir cette recherche. Je n'ignore pas en effet ce qu'a d'inabouti chacun des chapitres de cette thèse. La seule exploitation des fichiers informatiques permettrait à d'autres, plus jeunes et plus aptes que moi, à maîtriser la statistique et la cartographie assistée par ordinateur, d'affiner considérablement les typologies. Il y a là un outil exploitable et exportable. Je crois surtout qu'à la lumière de ce que j'ai cru comprendre, de nouvelles monographies, de nouvelles études régionales peuvent être entreprises en Espagne ou de ce côté-ci des Pyrénées, sans oublier la nécessité de confrontation avec les réalités italiennes esquissées lors d'un récent colloque. J'aurais aimé approfondir l'étude de quantité d'édifices, la question du ladrillo limpio de Séville ou celle de la voûte à la extremeña, et établir pour chacun de ces savoir-faire une généalogie comparable à celle que j'ai tenté de mettre en place pour la voûte à la Roussillon. Ce sont là autant de fenêtres laissées dans les murs de l'édifice construit au cours de ces 15 années de recherche. J'espère que vous voudrez bien les interpréter non comme des lacunes de la construction, mais comme des invitations à regarder au-delà des limites de mon travail. Je vous remercie. À la suite de mon exposé, Jean-Louis Biget donna la parole, l'un après l'autre, à chacun des membres du jury, mais les enregistrements sont tellement mauvais que je vais simplement résumer très rapidement leurs propos, en laissant de côté mes réponses, qui elles sont plus audibles sur l'enregistrement, mais en tout cas, il est toujours possible de consulter le rapport de thèse pour savoir ce qu'ont dit ces différents savants sur le sujet. Il a d'abord donné la parole à Anne Prache qui avait accepté de diriger cette thèse et qui donc acceptait ce rôle de rapporteur, en souvenir, dit-elle, de l'amitié qui l'a liée au professeur Gardel. Donc elle a fait un joli travail, tout à fait dans les règles de l'art, reprenant, sinon page après page, du moins chapitre après chapitre, les données de la thèse. Et puis elle a aussi réussi, malgré sa connaissance réduite de l'architecture médiévale espagnole, à introduire l'idée selon laquelle cette thèse permettait de mieux comprendre et mieux apprécier la place de l'architecture espagnole des XIIe et XVe siècles dans le courant de l'architecture gothique européenne. À la suite de quoi, la parole fut donnée à Jean-Marie Pérouse de Monclos. Jean-Marie Pérouse de Monclos est un personnage très important dans cette histoire parce que c'est en fait l'un des maîtres que je reconnais, et sans doute celui qui m'a le plus apporté, sans lequel cette thèse n'aurait jamais vu le jour sous cette forme. C'est lui en effet qui
a su me donner confiance dans mes qualités de chercheur. Et puis surtout, la thèse s'inscrit dans la lignée de ce qu'il avait lui-même réalisé, une étude sur la pierre, la stéréotomie dans l'architecture classique française. Donc c'est en outre lui qui m'a incité à travailler sur la voûte à la Roussillon, qui était en quelque sorte le couronnement de ce travail et la clé de voûte, si j'ose dire, de toute la construction de ma pensée dans le domaine de l'histoire de l'architecture, de la brique, de l'architecture espagnole. Donc Jean-Marie Pérouse de Monclos, qui avait oublié ses lunettes, s'est donc dispensé de faire des remarques de détail, mais comme toujours, ses observations ont été particulièrement pertinentes. Il avait été frappé par la différence entre l'architecture religieuse et l'architecture civile, très mal représentée dans mon corpus, et donc cela a donné lieu à quelques échanges entre nous, et surtout il est revenu évidemment sur l'apport sur l'histoire des techniques de construction de cette thèse, et en particulier sur cette histoire de la voûte cloison, de la voûte à la Roussillon. Il a conclu évidemment en disant le plus grand bien de ce travail et en disant combien elle était importante pour l'appréciation de l'architecture gothique espagnole. À la suite de Jean-Marie Pérouse de Monclos, donc, le président décida d'interrompre la séance qui durait déjà depuis 2 bonnes heures et accorda un repos bien mérité à l'assistance. Durant ce repos, Jean-Marie Berthinaud en a profité pour filmer les assistants dans la salle, et c'est l'un des intérêts de ce petit film que de vous montrer maintenant une partie de tous ces amis qui étaient venus me soutenir dans la salle Louis Liard. Au bout d'un petit quart d'heure qui a duré presque une demi-heure, le public et le jury sont revenus dans la salle Louis Liard, et c'est à ce moment-là que le professeur Biget a donné la parole à Ángel Pero Padre Muñeza. Donc mon ami Ángel, lui aussi un co-artisan de cette thèse, qui m'a accueilli à Saragosse, qui m'a beaucoup apporté par ses conseils et surtout qui m'a permis de réaliser une belle étude sur la cathédrale de Saragosse, la CO de Saragosse, qui avait donné lieu à un article que nous avions co-signé pour le bulletin monumental. À la suite de quoi, c'est Jean Guillaume qui a pris la parole. Jean Guillaume est un personnage, c'est un peu le méchant de l'affaire. Il est connu pour être un grand savant, bien sûr, un grand spécialiste de la Renaissance, mais quelqu'un d'extrêmement exigeant et, on peut dire, assez féroce. Et du reste, c'est son
l'analyse de la thèse a été très poussée, très longue, méticuleuse, et il a souligné pas mal de défauts, des défauts techniques, bien sûr. Il ne s'est plus évidemment à faire la critique du point de vue formel de la présentation de la bibliographie, mais aussi il a mis le doigt sur des défauts réels, quelques défauts d'écriture, d'interprétation des textes, l'absence de dessin, allant jusqu'à suggérer que je ne savais pas très bien lire, pas très bien écrire et pas du tout dessiner. Et puis surtout, il a mis en évidence quelques erreurs de calcul qui, c'était un petit peu plus grave, ça ne renversait pas, évidemment, ça ne mettait pas en cause la thèse elle-même, mais évidemment, ça mettait en évidence mon incapacité à manier les chiffres. Quoi qu'il en soit, après toutes ces critiques qui ont fait réagir l'assistance, du reste, de temps en temps, eh bien, Jean Guillaume a quand même conclu en disant que cette thèse, avec ses défauts, était un vrai travail de recherche et que les 60 dernières pages, c'est-à-dire celles qui m'intéressent au plus haut point, en gros la conclusion, était à la fois très savante et très convaincante. Quelques images de la salle pendant l'intervention du professeur Guillaume.
Monsieur Biget, président du jury, va donc lui-même établir sa collaboration à cette soutenance. Il reprend l'ensemble de la thèse, montre tout l'intérêt qu'il en a tiré. Et Jean-Louis Biget est un grand historien, il connaît bien la brique parce que c'est un spécialiste de la ville d'Albi. Il a écrit de très belles pages sur la cathédrale d'Albi. On voit qu'il a pris beaucoup de notes et c'est une analyse d'historien qu'il fait, montrant combien cette thèse s'inscrit dans une problématique historiographique très ancienne de l'Espagne qui donc considère, a opposé longtemps les tenants d'une Espagne chrétienne à celle de l'Espagne des trois religions. C'est le grand débat qui a opposé Américo Castro et Sánchez Albornoz, qui est un grand moment de l'historiographie ibérique. Quoi qu'il en soit, il va aussi montrer combien tout ceci, toute cette histoire s'inscrit dans une histoire politique et son intervention est de ce point de vue très passionnante. Il conclut en disant combien il a apprécié cette thèse, bien sûr, et le jury se retire pour délibérer. La délibération est assez courte et ils reviennent pour proclamer donc le résultat de ce débat, donc qui accorde à Philippe Aragois le titre de docteur ès lettres et sciences humaines avec les félicitations du jury. Donc cette dernière partie n'est pas enregistrée par Jean-Marie Berthineau qui n'avait pas prévu assez de munitions, il manquait de cassettes et donc on est privé de la fin de cette soutenance et des applaudissements qui sont poursuivis. On est privé également de la soirée qui s'est tenue par la suite, puisque grâce à Jean-Paul Albi, on avait pu privatiser des salles de ce très joli restaurant 19e, le Pocardi, boulevard des Italiens, restaurant franco-italien, qui était maintenant devenu un bistrot romain. Et donc, grâce à Jean-Paul, on a pu se réunir et passer là une très belle soirée qui a conclu cette journée de soutenance du 1er mars 1996. L'histoire de cette thèse est presque terminée puisque donc à la suite de cette journée, eh bien, je suis reparti à l'université de Bordeaux. Il a fallu encore attendre quelques années, 2003, pour que la thèse soit publiée par la Casa de Velázquez. C'est un bel ouvrage, c'est un beau livre qui a donc été réalisé à partir de la thèse. C'est presque intégralement le texte de la thèse, mais le catalogue, qui était trop lourd, trop long, avec beaucoup trop de notices et beaucoup d'images, n'a pas été publié. Il avait été mis en ligne sur le site internet de l'Institut de recherche Ozonius, les notices et puis les photos qui avaient été numérisées par Rémi, donc qui avait fait un travail de stage là-dessus. Et tout ce travail a disparu, il a été écrasé, je ne sais par quelle maladresse ou malveillance, en tout cas, il n'est plus disponible sur le site de l'Université de Bordeaux, mais si le confinement qui est dû au coronavirus se prolonge, j'espère pouvoir en profiter pour mettre à nouveau et le catalogue et les photographies et les documents qui y sont attachés en ligne sur mon site. Donc, ce sera à ce moment-là qu'on pourra considérer que cette thèse, qui a vu le jour au début des années 80, sera terminée donc au bout d'une quarantaine d'années, ce qui est tout de même peut-être un peu long,
mais qui a occupé une bonne partie de mon existence.